Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission crypto-pédago qui vous explique simplement la blockchain et la décentralisation numérique. Alors aujourd'hui, on est très fiers de vous annoncer le partenariat entre Capital et la Paris Blockchain Week. Alors la Paris Blockchain Week, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le premier événement international de grande envergure qui aura lieu en France et qui réunira les pointures mondiales du secteur les 16 et 17 avril 2019 à Station F. Les billets viennent tout juste d'être mis en vente et si vous souhaitez voir et entendre les meilleurs speakers du moment, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description. Et pour les lecteurs de Capital et les auditeurs de 21 millions, nous avons le plaisir de vous offrir 10% de remise si vous inscrivez le code promo CAPITAL. On espère vous y croiser nombreux. Voilà pour l'instant promo, et dans l'épisode du jour, je reçois Simon Pollereau, consultant pour la société américaine Consensus et créateur du site Ethereum France. À ce jour, il est probablement l'une des meilleures personnalités françaises capables de nous parler d'Ethereum. Avec lui, on va revenir sur la jeune et riche histoire du protocole, le rôle de Vitalik Buterin dans tout ça, le grand schisme de 2016, la dégringolade du cours et surtout sur ce qu'il faut attendre d'Ethereum dans le futur. Parce qu'au final, on en est tous un peu là. La star de l'année 2017 est un peu à la peine et on aimerait bien savoir ce qu'il se prépare. Avec Simon Pollereau, on tentera donc de savoir si Ethereum est toujours un protocole d'avenir. Allez, c'est parti. Bonjour Simon Pollereau, bienvenue dans 21 millions. Bonjour, ravi d'être là. Alors avant de parler de l'actualité d'Ethereum, j'aimerais qu'on regarde un petit peu dans le rétro et qu'on se demande comment on en est arrivé là. Alors en tant que fondateur du site Ethereum France, vous êtes une source inépuisable de connaissances à propos de ce protocole. Alors est-ce que vous pourriez tout simplement nous raconter d'où il vient ? Bien sûr. Alors Ethereum, c'est un protocole donc décentralisé un peu similaire à Bitcoin, qui a germé. L'idée d'Ethereum a germé dans la tête d'une personne qui s'appelle Vitalik Buterin. Donc c'est le créateur du protocole, à peu près en 2012-2013. Difficile à dater précisément évidemment, mais l'idée c'était de faire un protocole de type Bitcoin, mais qui puisse exécuter des transactions plus complexes, donc un protocole plus souple et plus puissant dans ses possibilités. Et donc, en deux mots, un protocole programmable avec lequel on puisse réaliser des opérations complexes. Donc l'idée originale date de 2012-2013. Alors à l'origine, Vitalik Buterin pensait pas créer un protocole séparé. Il pensait contribuer à un protocole qui existait déjà, qui s'appelait le Mastercoin, qui était un protocole qui était construit sur Bitcoin et qui devait plus ou moins réaliser cette vision à l'origine, même si le champ d'action était beaucoup plus limité. Il n'a pas réussi à s'entendre avec l'équipe de Mastercoin sur le champ du projet et sur les idées qu'il avait. Et donc, il a décidé de lancer son propre projet, qu'il a donc nommé Ethereum. Et donc, il a rédigé la première version d'un white paper qui décrivait plus ou moins les aspects principaux du projet. Autour de ça, il a fédéré une petite communauté en 2013 de gens très intéressés qui l'ont suivi et qui ont décidé de monter un projet autour de cette idée. Il y avait à peu près 6 personnes à l'époque, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà. Et à partir de ça, le projet s'est structuré autour d'une ICO, donc qui a eu lieu en 2014, collecte de fonds en Bitcoin pour financer le projet. Et parallèlement à l'ICO, le travail de développement a commencé avec une petite équipe de développeurs. Et la première version, je dirais, utilisable d'Ethereum a été déployée en août, je crois que c'était le 30 juillet, 1er août 2015. Donc on est à peu près il y a 3 ans. C'était évidemment très balbutiant à l'époque, il y a eu quelques problématiques au lancement, mais en gros on a pu commencer à miner de l'Ether et à utiliser la blockchain Ethereum à partir du mois d'août. Et concrètement, qu'est-ce qu'Ethereum fait de mieux que Bitcoin ? Parce qu'on sait que Bitcoin permet lui aussi de développer des smart contracts.
Alors pas exactement. Dites-moi plus. C'est-à-dire que ça dépend ce qu'on entend par smart contract. C'est une idée très large en fait, smart contract. Ça veut juste dire programmation d'actifs numériques plus ou moins. Smart contract. Si on doit le dire, on peut le définir comme ça, c'est-à-dire des actions automatiques exécutées sur une blockchain pour interagir avec elle. Alors il y a des formes de smart contract dans le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'un multisig, c'est un smart contract, donc un portefeuille multisignature avec plusieurs utilisateurs pour débloquer des fonds, pour les utiliser. C'est déjà une forme de smart contract. Il y a aussi une fonction dans Bitcoin qui permet de locker des fonds pendant un certain temps, par exemple, ce qui peut aussi être considéré comme un smart contract, puisqu'on a une logique qui va plus complexe qu'un simple transfert. Mais Ethereum, c'est une machine virtuelle, un ordinateur complet en réalité. Donc on peut programmer n'importe quelle action sur la blockchain, elle va s'exécuter directement sur la blockchain et le résultat va être enregistré également sur la blockchain. D'accord. Donc l'idée c'est que Bitcoin a vraiment été pensé comme un protocole de création et de transmission de valeurs simples. Donc j'ai du Bitcoin, je le transfère à quelqu'un avec certaines conditions simples comme après un certain temps ou seulement si plusieurs personnes vont signer. Alors que Ethereum permet de faire des choses complexes comme par exemple un contrat financier qu'on peut coder en smart contract directement, des structures un peu plus complexes de gouvernance pour décider de l'affectation des fonds, des choses comme ça. Alors, vous l'avez évoqué, une personne s'impose dans l'univers Ethereum et c'est son créateur Vitalik Buterin. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré ? Plusieurs fois. J'ai échangé. Alors, au début, j'ai échangé avec lui par email quand j'ai créé Ethereum France, donc en février 2016. J'ai quand même demandé la permission parce que le mot était quand même voilà. Ethereum France, ça pouvait passer pour quelque chose d'officiel, donc j'ai préféré quand même prendre les devants et voir un peu comment on pouvait gérer ça. Ça a été un échange très cordial et il n'y a pas eu de problématique particulière, donc j'ai continué mon projet. Et puis je l'ai rencontré en physique, en chair et en os, je dirais, pour la première fois à la DEFCON 2, donc la DEFCON étant la conférence annuelle des développeurs Ethereum. Il était là, très accessible et très facile d'accès, donc j'ai un peu discuté avec lui. Mais j'ai pas de raison particulière d'avoir des échanges réguliers. Je suis pas développeur et je suis pas contributeur à la fondation, donc on le tient un peu informé de ce qu'on fait, nos initiatives avec Ethereum France et avec aussi l'ASSET, l'association Ethereum en France. Mais on n'a pas une correspondance suivie, je dirais. D'accord. Et quel rôle opérationnel il a aujourd'hui ? Parce qu'il a créé Ethereum, ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Parce que publiquement, c'est un peu le flou, quoi. Oui, alors son rôle officiel, c'est directeur de la recherche de la fondation. Et c'est à peu près le rôle qu'il occupe, c'est-à-dire que c'est la personne qui a, je pense, la vision la plus claire de ce que devait être Ethereum au départ, puisque c'est lui qui l'a inventé. Et donc il est consulté et il contribue aussi spontanément sur à peu près tous les sujets de recherche en cours de la fondation, puisque il faut quand même préciser que le projet Ethereum n'est pas un projet terminé, c'est un projet qui est en cours de développement, donc même s'il est utilisable aujourd'hui, la promesse initiale n'est pas encore entièrement réalisée en termes notamment de rapidité d'exécution et en termes de possibilités. Et donc son travail finalement c'est de aider les équipes de la fondation, mais aussi de la communauté au sens large, à réaliser la vision initiale et donc guider avec des idées, avec des réfutations d'idées, des choses comme ça. Et c'est finalement, je pense que 90% de son temps est occupé à ça, et le reste c'est participer à des conférences et parler d'Ethereum, expliquer un peu ce qu'est Ethereum. Mais ça c'est un rôle qu'il avait beaucoup au début, parce qu'il y avait un rôle d'évangélisation qui était important, mais maintenant il laisse ça à la communauté, donc à part à la DEFCON on le voit très peu maintenant. D'accord. Mais du coup j'ai l'impression qu'il est de plus en plus marginalisé dans l'écosystème, ou plutôt qu'il se marginalise lui-même au fur et à mesure qu'Ethereum quitte son cocon expérimental. Oui, il y a une vraie volonté de sa part déjà de le faire. L'idée c'est qu'un protocole décentralisé doit par essence être donc décentralisé, ce qui signifie qu'il ne faut pas qu'il y ait une figure trop importante dont la disparition ou la mise en retraite ou que sais-je poserait un vrai danger à la survie du système. Et donc depuis, il en parle déjà depuis 1 an et demi au moins, il y a une volonté petit à petit de se retirer
alors pas de la fondation, mais en tout cas du rôle unique d'objecteur, enfin un peu de la personne qui donne la direction. Et donc il y a plusieurs équipes maintenant. Aujourd'hui, il y a 8 équipes différentes qui travaillent sur la version finale d'Ethereum, qui est la version Serenity. Et la fondation, c'est une des 8 équipes. Donc c'est plus du tout le seul prescripteur en termes d'idées et en termes de développement. D'accord. Juste pour situer ceux qui nous écoutent, l'une des grandes forces de Bitcoin, c'est justement l'absence d'un créateur un peu encombrant dont les déclarations publiques pourraient compliquer son développement. Et en ce qui concerne Vitalik Buterin et Ethereum, par le passé, quelques tweets ont déjà eu d'importantes incidences sur le cours de l'Ether. Hein. Donc c'est peut-être pas plus mal qu'ils se mettent un peu en retrait. Tout à fait. On avait même eu un jour une rumeur de mort sur Vitalik qui avait fait plonger le cours à l'époque. Évidemment, puisque c'était à peu près. Enfin, il faisait partie des personnes vraiment importantes. Et je pense qu'aujourd'hui encore, s'il disparaissait du jour au lendemain, ça serait quand même une période difficile à vivre pour la blockchain Ethereum, même si je pense que les bases sont là pour que ça continue sur lui. Ça doit pas être évident d'essayer de bâtir un futur décentralisé avec une figure aussi centrale. Oui, alors on a la chance que la personnalité de Vitalik soit relativement compatible avec l'objectif, dans le sens où c'est pas une personne qui cherche particulièrement à se mettre en avant, ni qui se prend particulièrement au sérieux. Donc il y a un côté un peu distanciation depuis le départ. C'est un leader sans en être vraiment un, c'est-à-dire que c'est des idées, il envoie les idées, etc. Mais il joue pas du tout de rôle de management ou quoi que ce soit. Donc c'est une ressource vraiment importante, c'est une ressource très intéressante et c'est lui qui était à l'origine du projet. Mais son positionnement depuis le départ fait que on a quand même. Donc c'est plus positif dans le sens où on garde la vision, un peu comme le white paper de Satoshi aujourd'hui aide encore les bitcoiners à avoir la vision initiale, mais sans que ce soit trop directif. Et à l'inverse de Bitcoin qui dispose d'une multitude d'entités dans sa gouvernance, on a l'impression qu'Ethereum est surtout régi par une poignée d'acteurs. Il y a Vitalik Buterin, on en parlait bien sûr, il y a la fondation, il y a aussi la société américaine Consensus qui nous reçoit aujourd'hui. Il y a peut-être l'Alliance Enterprise. Quel est vraiment le modèle de gouvernance et quelles sont les entités qui comptent? On peut difficilement dire qu'Ethereum a un modèle de gouvernance très précis, mais en fait ça fonctionne vraiment de la même façon que aujourd'hui, ça fonctionne vraiment de la même façon que Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'organismes. Voilà, sur Bitcoin c'est Blockstack, sur Ethereum, c'est la fondation Ethereum. On a des entreprises qui développent des choses qui contribuent aussi à l'écosystème. Par exemple, l'entreprise Status ou l'entreprise Aragon, des choses comme ça qui sont des projets qui développent des choses sur Ethereum, mais qui sont aussi très impliqués dans le développement du protocole et de l'écosystème. Donc, qui ont lancé notamment un Ethereum Community Fund qui fonde des initiatives qui visent à développer le réseau, etc. On a effectivement Consensus qui est la principale entreprise aujourd'hui qui développe sur Ethereum avec une grosse activité de conseil, une grosse activité de développement de projet et qui a une équipe d'à peu près une 60aine de personnes qui travaillent uniquement sur le protocole. Donc je pense que c'est la deuxième équipe après l'équipe de la fondation où ils sont à peu près une centaine. Mais on a aujourd'hui, comme je le disais, il y a 8 équipes différentes qui travaillent sur le Ethereum V2. On a le gros acteur quand même, peut-être s'il faut en citer encore un, c'est Parity. En fait, Parity a été créé assez rapidement après la création d'Ethereum. C'est un des cofondateurs qui est Gavin Wood, qui a eu quelques passes d'armes avec Vitalik, qui est une partie de la fondation en termes de vision et de développement, et qui a décidé de partir et de créer finalement une entreprise qui ressemble très fort à la fondation, qui crée aussi un client qui s'appelle Parity, alors que le client de la fondation s'appelle Get, et qui contribue énormément au développement du protocole aujourd'hui. Pendant très longtemps, ça a été client Parity et Get. Aujourd'hui, il y a un client Consensus qui s'appelle Panthéon et 5 ou 6 autres clients Ethereum. Mais je dirais que tout cet écosystème de personnes co-crée les prochaines versions d'Ethereum. Il y a un call ouvert à tous qui est une fois par semaine, qui est le Core Dev Meeting, dans lequel on a
à peu près une 50aine de personnes qui participent pour donner des idées et définir les grands axes de développement du protocole. On a d'autres calls un peu plus précis sur certaines sous-parties voilà. On a une espèce d'auto-organisation qui s'est mise en place, qui s'est un peu professionnalisée dans ces derniers mois, je dirais, parce qu'il y a un petit sentiment d'urgence qui s'est développé parce que le développement du protocole prenait un peu de retard par rapport à la roadmap qui avait été définie au départ. Et les grands événements aussi de la fondation, comme la DEFCON, etc., c'est aussi l'occasion pour tous les acteurs de se rencontrer à nouveau et de prendre des décisions en faisant des réunions en face à face, etc., ce qui permet d'aller plus vite sur certains aspects. Donc, pour répondre vraiment à la question, quelle est la gouvernance d'Ethereum, je peux pas répondre parce qu'elle change tout le temps et elle est vraiment complexe. Il y a beaucoup de lieux de rencontre qui sont les calls, il y a Format Research qui sont etc. Et donc c'est de la gouvernance un peu informelle et des décisions prises en commun avec le plus possible de chercher le consensus entre les différents acteurs. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord, mais l'Ether a peut-être traversé la pire année de sa courte vie, de 1377 $ en janvier. Une unité ne vaut plus qu'à peu près 100 $ aujourd'hui. On se demande jusqu'où ça peut descendre, et même s'il n'y a pas un risque de voir disparaître Ethereum. Par exemple, Consensus a licencié plus de 10% de ses effectifs il y a quelques jours. Donc on se demande qu'est-ce qui va se passer. Alors, à votre avis, Simon, à quoi peut-on attribuer ce gadin spectaculaire ? Alors, déjà, je voudrais remettre le gadin dans le contexte, puisque en fait, c'est toute la crypto qui s'est complètement effondrée, puisque effectivement, Ethereum est passé de 1000 $ à un peu moins de 100 $, alors peut-être un peu plus aujourd'hui, parce qu'il y a un petit rebond, mais bon. Mais bon, Bitcoin a perdu 85% de sa valeur, EOS 95%, enfin voilà. Donc on est un peu sur, c'est un mouvement de fond. On a eu une bulle spéculative autour des crypto-monnaies l'année dernière, qui a eu son pic en décembre. Et la bulle a logiquement explosé. Et donc, on est un peu dans une phase de anti-bulle, je dirais. La phase où toutes les promesses un peu folles et toutes les choses qu'on ne voulait pas voir arrivent un peu... voilà, donc les promesses se réalisent pas. Les choses qu'on ne voulait pas voir, on est obligé de les voir maintenant, tout simplement parce qu'elles sont là. Et on se rend compte que la blockchain, c'est pas si magique, que tout va pas être résolu du jour au lendemain, que effectivement, moi, je pense toujours, en tout cas, que c'est un très très bon... c'est vraiment un système révolutionnaire pour créer de la valeur et transférer de la valeur de façon numérique, pour gérer des choses très intéressantes comme l'identité digitale et ce genre de choses. Mais ce sont des projets très ambitieux qui visent à renverser des systèmes en place qui vont pas réussir du jour au lendemain. Et donc, voilà, c'est un projet à long terme. Voilà. Et je pense que c'est un projet qui a une vision, je pense, qui est commune à peu près à toutes les personnes qui sont attirées par la blockchain aujourd'hui. Ethereum, je pense, a eu un développement encore plus fulgurant au niveau de la bulle parce que c'était le support de tous les ICO et de tous les projets, quasiment tous les projets de l'année dernière étaient développés sur Ethereum. Et donc il y a eu un suremballement autour d'Ethereum spécifiquement, qui a fait exploser encore plus, je dirais, le cours de la crypto. Et donc, on a une chute aujourd'hui qui est effectivement plus importante que celle d'Ether, mais moins importante aussi que d'autres, que notamment la plupart des ICO qui, pour le coup, ont quasiment perdu toute leur valeur. Mais je pense que c'est très conjoncturel. C'est parfaitement normal d'arriver à une phase de retour à la réalité après une phase de bulle comme celle-ci. Et je pense pas que ce soit vraiment problématique pour le futur d'Ethereum, dans la mesure où malgré tout, la bulle a attiré beaucoup de gens. Le nombre de développeurs qui développent sur Ethereum aujourd'hui est peut-être 10 fois supérieur à celui qui était il y a un an. Le nombre de projets aussi. Et même si la plupart vont échouer, parce que ce sont tous des projets qui veulent révolutionner le monde, et que c'est quand même très difficile de révolutionner le monde, ceux qui vont réussir vont très bien réussir, j'en suis sûr. Et moi, je reste très confiant sur l'avenir d'Ethereum en tant que système. L'avenir d'Ether en tant que système financier, c'est un autre sujet, et je suis ni économiste ni vraiment spécialiste de ces sujets, donc je vais pas trop me prononcer là-dessus. D'accord. On reviendra sur les ICO juste après, mais je vous posais la question si 2018 n'était pas la pire année d'Ethereum, mais il s'est passé quelque chose en 2016
qui aurait pu amener vraiment à la perte d'Ethereum avec l'histoire de DAO. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Oui, je dirais qu'effectivement, je pense que 2016 c'était une pire année pour Ethereum que 2018. Parce qu'en 2018, Ethereum a perdu en prix, mais pas vraiment en confiance de la communauté. Alors que 2016 a été quand même un événement... alors, The DAO, qui est donc effectivement eu lieu en 2016, a été un événement qui a un peu remis en cause les fondements de la blockchain Ethereum. Mais le The DAO, pour être très simple, c'est ce qu'on appelle une structure... autonome décentralisée, donc une organisation autonome décentralisée, c'est-à-dire une structure sur la blockchain qui a pour objectif de réaliser des projets, de coordonner finalement des initiatives pour réaliser un certain nombre de projets. Donc c'est un concept qui est assez vieux, mais qu'on a implémenté pour la première fois sur la blockchain Ethereum en 2016. Ça a été un gros succès. La structure avait collecté à l'époque l'équivalent de 150 millions de dollars en Ether, ce qui représentait à peu près 15% de la masse monétaire totale. Oui, c'est considérable parce qu'à l'époque, l'Ether valait pas grand-chose, donc réunir 150 millions de dollars, c'était vraiment fou. C'était vraiment énorme parce que je pense qu'à l'époque, Ethereum au total, ça devait faire 1 milliard ou peut-être 1,5 milliard de capitalisation. Donc ça a été vraiment un projet qui a, voilà, il y a eu des articles dans le New York Times, ça a été quelque chose d'assez fou en termes de développement vu l'état de l'écosystème à l'époque et ce qu'on pensait de la blockchain. Donc, qu'est-ce qui s'est mal passé Alors, ce qui s'est mal passé, c'est que le code, donc ces structures étaient codées intégralement en smart contract, bien sûr, pour pouvoir coordonner un nombre d'acteurs précis. C'était des smart contracts assez complexes. Et il y avait une faille dans un des smart contracts qui a permis à un hacker bien d'attaquer la DAO et de siphonner 1/3 de tous les Ethers qui avaient été collectés, ce qui représentait du coup à l'époque une somme considérable de 50 millions de dollars et surtout 5% de la masse monétaire totale des Ethers. Et donc il y a eu un gros débat qui s'est lancé dans la communauté pour savoir que faisons-nous. Alors dans le malheur, il y a eu un côté positif, c'est-à-dire que le hacker avait ses fonds bloqués pour des raisons techniques pendant à peu près 40 jours. Ce qui a laissé le temps à la communauté de se coordonner et de mettre en place une action, ce qu'elle a fait, puisque la majorité de la communauté a décidé à l'époque de implémenter ce qu'on a appelé un hard fork pour annuler pour le futur les conséquences du piratage. Et donc en pratique, ça a été une décision très difficile à prendre, puisqu'on avait deux idéaux qui s'affrontaient à l'époque. Donc l'idéal, je dirais libertarien, vraiment pur et dur, disant code is law. Donc c'est-à-dire vous avez envoyé des Ethers à une structure qui était en smart contract. C'est votre responsabilité de savoir ce qui est écrit dans le smart contract et de savoir s'il y a une faille ou pas. Donc s'il y en avait une et que vous l'avez pas vue, le hacker l'a exploité. Tant mieux pour lui, tant pis pour vous. C'est voilà, chacun est responsable de ses actes et donc chacun doit connaître parfaitement les conditions dans lesquelles il s'engage lorsqu'il réalise quelque chose. Mais avec l'étendue des pertes, c'est pas vraiment ce qui a été choisi. Alors, en fait, il y a la question de l'étendue des pertes et puis il y a la question de effectivement, c'est une belle idée dans l'absolu, mais personne sait lire un smart contract. À l'époque, encore moins. Si on part de l'idée que n'importe qui doit comprendre exactement comment fonctionne une blockchain avant de l'utiliser, personne ne va jamais utiliser une blockchain, y compris Bitcoin, parce que c'est plus simple, mais c'est pas non plus d'une simplicité exemplaire. Donc c'est un idéal radical qui a du sens en tant qu'idéal, mais effectivement la mise en pratique est un peu compliquée. Moi, vous l'avez compris, je suis plutôt du côté de ceux qui ont décidé d'annuler les conséquences du hack, puisque une blockchain, c'est du code, mais c'est surtout des humains derrière, une communauté qui se coordonne pour réaliser des objectifs et qui pour créer des choses, et notamment ce système de valeurs vraiment passionnant. Donc, c'est-à-dire qu'une blockchain, ça peut évoluer avec le consensus de la majorité. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver le consensus, trouver une façon de faire évoluer les choses. Mais si l'ensemble de la majorité, si la majorité de la communauté est d'accord, faire évoluer le protocole d'une façon ou d'une autre, quitte à modifier des actions qui ont été réalisées sur la blockchain, ça fait parfaitement du sens. Et certains ont choisi donc de pas le suivre, et ça aboutit à la création d'Ethereum classique. Exactement. C'est-à-dire qu'une frange de la communauté a décidé que l'idéal libertarien devait prévaloir.
et a décidé de se scinder de la blockchain qui était devenue du coup la nouvelle chaîne canonique qui est Ethereum, donc qui existe toujours aujourd'hui sous le nom d'Ethereum, qui est donc la chaîne qui a forqué et qui est devenue qui a annulé les conséquences du hack pour le futur. Et puis Ethereum classique, c'est la communauté donc à l'époque il y avait peut-être une dizaine de % de la communauté qui voulait partir sur cette blockchain là et qui donc a maintenu Ethereum dans son état pré-fork. Revenons maintenant à 2018-2019 et j'aimerais avoir votre avis sur les ICO. Est-ce qu'elles ont de l'avenir? Alors ça c'est une très vaste question. Alors, ça dépend ce qu'on appelle par ICO pour moi. Les ICO tels qu'on les a vus en 2017, non, pour la plupart. Dans le sens où on était vraiment dans une phase d'expérimentation, on découvrait ce que c'était un token, ce que c'était un actif numérique, comment on pouvait le programmer, à quoi ça servait, etc. On a eu un emballement du marché qui faisait que tout et n'importe quoi se vendait et se revendait ensuite à des prix avec des multiplicateurs absurdes, quelle que soit la valeur du projet sous-jacent, etc. Donc on a eu un véritable emballement sur des fondamentaux qui n'étaient pas clairs et pas évidents. Moi, dans les différents projets que sur lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours refusé de faire des ICO pour la raison toute simple que à l'époque, ça m'a semblé un écosystème pas du tout stable et pas du tout pertinent ni pour les investisseurs ni pour les projets. Et donc j'ai toujours pensé que les ICO tels qu'ils existaient n'étaient pas l'avenir, et je pense que du coup c'est toujours le cas. Maintenant, je pense que le fait de vendre des actifs numériques pour financer des projets, c'est pas du tout une idée qui va disparaître. C'est quelque chose de très puissant, très intéressant, avec des nouvelles façons. On peut imaginer des nouvelles façons de financer, des nouvelles façons aussi de récompenser les investisseurs par rapport à des titres financiers traditionnels que peuvent être des actions, etc. C'est pas un problème de vouloir contourner la régulation, c'est plutôt se dire tiens, on a des nouveaux instruments, comment on peut les utiliser pour financer les projets. Et ça, je pense que l'expérimentation n'est pas terminée, que aujourd'hui on parle beaucoup de security token offering qui sont un peu des ventes d'actions, obligations, enfin de titres financiers traditionnels transformés en tokens et vendus sur la blockchain. C'est un sujet intéressant, mais il y a aussi les DAO qui réapparaissent aujourd'hui, parce que bon, ça a été un peu mis sous le tapis après l'échec de The DAO, mais aujourd'hui on a quelques projets qui se réintéressent à ces types de structures. Et typiquement, vendre des tokens de DAO, c'est un peu comme vendre des titres financiers, mais avec des obligations et des actions possibles différentes. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et puis, autour de tous ce qu'on a appelé les utility tokens, c'est-à-dire des tokens qui sont censés être utilisés par des projets, dans le cas de certains projets particuliers, donc des tokens propres à certains projets. Je pense qu'on va avoir une mutation un peu de ce type de tokens qui vont passer de tokens de paiement, comme ils le sont souvent aujourd'hui, à des tokens plutôt rattachés à des produits précis. Et là, ils auront peut-être un peu plus de sens, en fait, en se rapprochant très fort de ce qu'est le crowdfunding, tout simplement. On préachètera des services, des produits précis avec une valeur fixe, et donc ce sera plus de la spéculation comme ça a été pendant l'année dernière, mais plutôt du vrai mécanisme de financement avec une logique de retour sur investissement aussi pour l'investisseur qui est plus claire et plus évidente. Et Ethereum devrait subir en 2019 une mise à jour très importante surnommée Constantinople. Alors que faut-il attendre d'elle ? Oui, alors je pense que d'ailleurs ça serait bien de voir un peu toute la ligne de développement d'Ethereum, parce qu'il y a Constantinople et puis il y a quelques autres projets en cours qui vont arriver, mais plus tard. Constantinople, effectivement, c'est prévu pour le 16 janvier. Et c'est une mise à jour qui est importante, mais qui est pas fondamentale, dans le sens où ça va pas complètement changer le fonctionnement d'Ethereum. C'est pas une des grosses mises à jour qui est prévue un peu plus tard. Si je dois lister vraiment les choses les plus importantes, c'est d'une part la réduction de l'émission monétaire en Ether, en fait. À la place d'avoir 3 Ethers émis par bloc miné, on va en avoir 2. C'est une décision qui a été prise par la communauté parce qu'elle considère que l'émission monétaire telle qu'elle est aujourd'hui surpaye en fait le réseau Ethereum par rapport à ce qu'il devrait. Puis c'est une façon les mineurs sont surpayés. Et c'est une façon de soutenir le cours aussi. C'est une façon de soutenir il y a forcément un sous-jacent
la motivation sous-jacente de beaucoup de gens était probablement effectivement de soutenir le cours, mais le raisonnement économique derrière, c'est plutôt de se dire que Bitcoin aujourd'hui paye 3 fois plus ses mineurs que Bitcoin, ce qui est une aberration puisque que Ethereum, que Bitcoin en fait. Ah pardon. Je me suis trompé, j'étais dit Bitcoin. Ouais, peut-être. Enfin, alors je recommence. Ethereum aujourd'hui paye ses mineurs 3 fois plus que Bitcoin. Donc pour la même quantité de travail, si on fait un peu les calculs de ratio. Donc c'est un peu de l'argent qui est comme Bitcoin est considéré comme extrêmement sécurisé, il n'y a pas vraiment de raison de payer 3 fois plus pour la sécurisation un réseau comme Ethereum. Donc l'idée c'est de rétablir un peu, retourner un peu à l'équilibre en baissant un peu la masse monétaire. Ça c'est la première modification assez importante qui avait fait beaucoup de débats à l'époque. Et puis on a des modifications qui sont plus techniques, plus difficiles à expliquer, mais qui ont pour but grosso modo d'augmenter la vélocité du réseau, donc de pouvoir faire plus de transactions par seconde avec des optimisations un peu sur certaines fonctions. Et de faciliter la création de ce qu'on appelle, enfin l'utilisation de ce qu'on appelle les solutions de second niveau. Donc c'est-à-dire, alors, sur Bitcoin, on parle beaucoup de Lightning Network, qui est un layer 2, donc second niveau de paiement. Sur Ethereum, on a un certain nombre de projets de layer 2 aussi. Donc on a Redon qui est à peu près l'équivalent de Lightning Network. On a Loom qui est un peu plus compliqué. Enfin, on a il y a 5 ou 6 projets d'infrastructures de second niveau, Plasma, etc. Et l'idée, c'est qu'avec cette mise à jour, ce sera moins coûteux d'utiliser ces solutions et plus facile. Et plus globalement, quelles sont les fonctionnalités prévues à long terme dans la feuille de route d'Ethereum ? À quoi doit ressembler le protocole à la fin ? Oui. Alors, en gros, Ethereum, je dirais que les fondamentaux sont là. C'est-à-dire, voilà, c'est une blockchain programmable sur laquelle on peut enregistrer tout type de transaction. Donc ça va pas changer. L'idée, c'est que les deux grosses faiblesses qui ont été identifiées sur le réseau Ethereum et qui étaient déjà dans la roadmap au départ, qui était quelque chose de prévu, c'est que c'est très lent, comme toutes les blockchains aujourd'hui. Donc voilà, 15-20 maximum transactions par minute. Par seconde, pardon. Et puis, en termes de sécurisation, c'est voilà le protocole, le proof of work, qui est la preuve de travail, donc l'idée d'utiliser de l'électricité et de la puissance de calcul pour sécuriser la blockchain contre les attaques extérieures et faire en sorte que le consensus se fasse entre les différents nœuds du réseau, etc. Ça a toujours été considéré comme une solution de transition par Ethereum, puisque l'idée c'est de développer un protocole proof of stake complètement décentralisé. Donc à la différence des protocoles proof of stake qui existent aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle le delegated proof of stake, c'est-à-dire on va chercher des validateurs et on les désigne nommément. La grande ambition d'Ethereum, et on va voir si elle y arrive, c'est de réaliser un vrai protocole proof of stake, c'est-à-dire où n'importe qui peut participer à n'importe quel moment et où les sélections des mineurs sont parfaitement aléatoires, comme dans le protocole Proof of Work. Et donc les deux grands sujets vraiment de développement d'Ethereum, c'est ça, l'augmentation d'une transaction par seconde par l'utilisation d'une technologie qu'on appelle le sharding, qui consiste plus ou moins à faire des sous-chaînes, donc à créer des sous-blockchains de la blockchain Ethereum qui communiquent entre elles et qui forment un énorme réseau de blockchains. Et le passage au Proof of Stake, donc passer d'un minage avec des machines et de la consommation électrique, à un minage avec une mise financière, donc en Ether, on mise des Ethers au lieu de dépenser de l'énergie, et on perd des Ethers si on est malhonnête, on en gagne si on est honnête. Et ces deux évolutions, on peut dater le moment où ça sera mis en place ? Alors c'est compliqué de dater. Mais est-ce que c'est 2, 3 ans, 10 ans Alors, on a une fourchette ? À la base, ça devait être pour 2017. Puis 2018, puis là on sait que ce sera pas en 2019. En gros, l'idée c'est que ça va se faire de façon probablement assez incrémentale. On a deux grands axes de développement d'Ethereum aujourd'hui. Un grand axe qui est l'axe principal qu'on appelle Ethereum Serenity, qui s'appelait auparavant Ethereum 2.0. Et dans lequel on a un développement en 3 parties, avec la première partie, c'est la création de la première blockchain en Proof of Stake. Ça va être une blockchain qui va être créée séparément de la blockchain principale, qu'on va appeler Beacon Chain, et qui va être liée en fait
à la chaîne Ethereum telle qu'elle existe aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'on aura la chaîne en Proof of Work qui continuera à fonctionner, une chaîne en Proof of Stake au-dessus, qui aidera à sécuriser la chaîne en Proof of Work et qui permettra de tester aussi le mécanisme et de voir si ça fonctionne bien. Et il y aura un lien, et donc la blockchain, la Beacon Chain va permettre normalement aussi d'apporter plus de certitude à la chaîne principale. Une fois que ça se sera stabilisé, on aura une idée sur le fait que le Proof of Work, le Proof of Stake fonctionne correctement. Et donc à partir de là, on va pouvoir passer à la deuxième phase, qui est la phase où on commence à développer les shards, donc le sharding pour augmenter le nombre de transactions par seconde, qui vont être liés à la Beacon Chain. Ça, c'est prévu. Alors, Beacon Chain, c'est prévu en 2019. Les shards, on espère fin 2019, début 2020, mais ce sera probablement fin 2020. Et puis, l'idée, c'est qu'à la fin, on arrivera sur des shards complets qui permettront d'exécuter des transactions aussi compliquées que la blockchain Ethereum principale. Et là, on est 2020-2021. Voilà. Donc, la version optimiste, c'est d'ici fin 2020, on a Ethereum 2.0 Serenity, et la version pessimiste, c'est 2021, 2022, quelque chose comme ça. Alors, on dénombre beaucoup de projets concurrents à Ethereum depuis 1 ou 2 ans. Pêle-mêle, on peut citer EOS, Tezos, Tron, Neo, Cardano. Pensez-vous qu'il y a de la place pour tout le monde, ou qu'un seul protocole capable de développer des applications décentralisées s'imposera à long terme ? Alors, je pense que il y a de la place pour plusieurs protocoles. Ce serait un peu absurde de ma part de dire qu'il y a de la place que pour un protocole, puisque on a, en tant que soutien d'Ethereum, on a souvent été critiqué par les bitcoiners en disant il n'y aura que le Bitcoin et donc c'est absurde de faire Ethereum. Voilà. Donc l'idée, c'est que je pense qu'il y aura plusieurs protocoles à long terme, c'est sûr et certain. Et qui auront des propositions de valeur différentes, avec des façons de fonctionner qui seront un peu différentes et qui apporteront des avantages peut-être plutôt côté décentralisation, ou plutôt côté facilité d'utilisation, ou plutôt côté rapidité, etc., etc. Je pense que les blockchains qui vont survivre, c'est celles qui apportent une proposition de valeur vraiment différente des grands mastodontes que sont devenus Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, ou même Ripple, s'il faut parler de propositions de valeur différentes, même si la qualification de Ripple en tant que blockchain fait encore débat dans la communauté. En tout cas, c'est une proposition de valeur qui est très très différente du Bitcoin et de l'Ether. Donc ce sont des choses qui, a priori, ont vocation à rester à long terme. Et c'est très difficile aujourd'hui, comme la plupart des autres projets, comme EOS, Cardano, Neo, etc., sont encore très balbutiants. C'est difficile de se projeter et de se dire, bah, tiens, tel protocole, oui, c'est sûr, dans 10 ans, il sera encore là, etc., etc. Et tous les protocoles qu'on a déjà annoncés morts 1000 fois, comme Litecoin, Dogecoin, etc., parce que ça sert à rien, c'est un copie de Bitcoin, etc., ils sont toujours là aujourd'hui. Donc je pense que moi, je suis assez, j'évite de me prononcer sur le futur d'un protocole. Je pense que Ethereum aujourd'hui est très bien positionné pour être un des protocoles principaux dans le futur, et sur lequel aujourd'hui on a des milliers d'applications qui sont développées, des dizaines de milliers de développeurs qui sont en train de travailler. Donc je continue à penser que Ethereum c'est un projet très important qu'il faut suivre. Maintenant, il y en aura d'autres, et restons un peu ouverts et regardons un peu les projets avec un œil critique, mais pas non plus complètement fermé, afin de pas complètement passer à côté de la prochaine chose intéressante qui va sortir. Merci Simon pour toutes ces explications limpides, c'était vraiment passionnant. De rien. Merci à vous. Merci beaucoup à Simon-Paul Rowe pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et nos précédents épisodes sur SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et Apple Podcasts. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. Vous pouvez également me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. Et n'oubliez pas qu'on vous offre 10% de remise pour vous rendre à la Paris Blockchain Week. Les détails sont dans la description. À très très bientôt.